Pour ce lancement, le comité de pilotage a assez spontanément, on peut le dire, pensé à Elena Lassida. Un certain nombre d'entre vous, et vous nous le rappeliez au moment du buffet, l'ont entendu à l'université d'été de Lyon il y a 4 ans, m'avez-vous dit. Alors, Elena n'a pas dû revenir à une université d'été depuis 2011. Tous les 4 ans, c'est un bon rythme. C'est celui de la Coupe du Monde de football, c'est celui des Jeux Olympiques. C'est là qu'on voit les niveaux, quand même. Entre-temps, et j'en suis directement témoin, Elena connaît bien notre association des Amis de la Vie, puisque, entre autres, nous sommes intervenus tous les deux. Elle va être contente que je le dise, à Grenoble et à Annecy. Elena, depuis quelques jours, et je le dis parce que ce n'est pas sans lien, ce n'est pas seulement un titre d'information, mais ce n'est pas sans lien avec le thème de notre université d'été, a été doublement chargée de mission par l'épiscopat français. Quand je dis doublement, c'est d'une part pour travailler, être porte-parole. D'ailleurs, nous avons pu la voir dimanche dernier à la télévision, après la messe télévisée, pour commenter, diffuser, donner les clés de lecture de l'encyclique « Loué sois-tu ». Donc Elena est sur ce créneau. Et elle est également chargée par les évêques de coordonner les préparatifs de l'Église à la COP 21, la conférence mondiale sur le climat, qui aura lieu en décembre prochain. Voilà, c'est dans ce contexte que nous sommes heureux d'accueillir Elena. Nous la remercions car nous savons quel est son agenda. Elle nous a, depuis quelques mois, réservé cette soirée. Elle sera avec nous, on peut le dire, je crois, demain. Sur le fond, par rapport au thème de notre université d'été, ce qui a pu nous faire penser à Elena, c'est ce lien entre l'économie, la théologie, la Bible, l'anthropologie. Où va l'homme? Où va notre société? Autant de thèmes croisés, vraiment croisés, dans son livre « Le goût de l'autre », publié il y a 4 ans, 5 ans. Oui, qui doit être, je pense, dans la librairie. Il y sera, donc vous pourrez... Pourquoi j'en parle du goût de l'autre? C'est à cause du sous-titre, qui me paraît dire presque tout de ce que nous voudrions traiter d'ici vendredi prochain. Le sous-titre du livre « Le goût de l'autre », c'est, je cite, « La crise, une chance pour réinventer le lien ». Elena, à toi et merci. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Merci Paul, merci Dominique de cette invitation. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de rencontrer pas mal des amis, je dirais, et des gens avec qui on a pu partager d'autres projets ou d'autres rencontres. Donc voilà, je me sens un petit peu en famille, même si l'Assemblée est très importante et je pense, je ne connais pas la plupart des personnes, mais voilà, je me sens en famille à cause de un peu ces quelques personnes que j'ai pu déjà rencontrer. Alors, le thème que vous avez choisi pour cette université d'été, et c'est un peu, puisque c'est un peu la réflexion, la conférence qui devrait ouvrir
un peu le travail que vous allez faire toute la semaine. Et est un thème, alors, un thème déjà qui est formulé de manière très large, parce qu'avec trois formulations, il y a ingéniosité collective, nouvelle convivialité, une métamorphose heureuse du monde. Donc voilà, un thème qui apparaît, présenté de manière très dense, avec beaucoup de formulations et beaucoup des termes, je vais y revenir, que quand je les ai entendus et quand j'ai reçu l'invitation, je dirais, m'ont fait tilt quelque part. Et je pense que ce qu'il y a autour de ces thèmes formulés avec toutes ces phrases, c'est un peu la question du collectif. La question du collectif. Et ce que j'ai cru comprendre dans ces formulations ainsi que dans le programme proposé, c'est, je dirais, que vous êtes un peu à la recherche d'une nouvelle manière de penser et de faire du collectif. Et je dirais que pour moi aujourd'hui, ça, c'est la grande question. C'est la grande question à laquelle nous sommes confrontés. Et donc, c'est ça, je dirais, qui m'a donné tout de suite envie de pouvoir participer et échanger avec vous, parce que c'est un peu ce que j'ai compris qu'il y avait un peu derrière le projet de cette université. On dit collectif, il y a une autre expression qu'on utilise aujourd'hui beaucoup, un peu galvaudée, mais qui pour moi veut dire un petit peu la même chose. Cette expression du vivre ensemble, on l'utilise aujourd'hui beaucoup, mais je pense qu'on est aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle manière de vivre avec les autres, d'être avec les autres, de faire avec les autres. Il y a aujourd'hui beaucoup des mots autour de cette recherche d'une nouvelle manière de faire du collectif, des mots comme co-construction, coexister, participer, partager, cohabiter. Il y a ce préfixe co qu'aujourd'hui on voit apparaître à plein des mots. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un langage qui dit quelque part cette recherche d'une autre manière de faire du collectif. Je crois aussi que cette question est au cœur de tous les grands enjeux de société auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Vous parliez tout à l'heure de la Grèce, mais voilà, la Grèce divisée entre le oui et le non. À cause de la Grèce, l'Europe également divisée entre politique d'austérité et contre-politique d'austérité. Le climat, dont Paul parlait tout à l'heure aussi, où on voit cet grand enjeu de la conférence de décembre, où chaque pays essaye de tirer l'intérêt de son côté. La migration, et vous savez que c'est une des grandes questions aujourd'hui au niveau européen, au niveau français, au niveau mondial, c'est aussi cette question de avec qui on est prêt à vivre et jusqu'où on est prêt à accueillir la différence de l'autre. Donc vous voyez, je pense que cette question du collectif, de qu'est-ce qui nous fait tenir ensemble, c'est un peu comme ça que je traduis la question de votre université d'été. Et je pense que c'est une question aujourd'hui centrale et qui traverse un peu tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et ce titre que je pense est très long avec beaucoup de formulations, pour moi d'une certaine manière dit qu'on est à la recherche. On est à la recherche de ce collectif nouveau. On ne sait pas encore comment le nommer, on ne sait pas quelle forme il va avoir, mais je pense que voilà, ce grand titre que vous avez donné à l'université d'été, pour moi, dit un peu cette recherche d'un collectif nouveau. Et donc c'est un peu, voilà, par rapport à cette recherche, si vous voulez, que je voudrais vous proposer, partager avec vous un peu quelques idées sur un peu ce collectif en construction. Et quelques idées que seront plutôt, pas des affirmations, mais plutôt des questions, que j'espère pourront peut-être vous aider
analyser dans la semaine toutes les pratiques que j'ai vues que vont être très nombreuses, que vous allez analyser, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau international. Alors, pour ce faire, je vais partir de trois mots qui sont dans le titre, dans ce long titre que vous avez donné à l'université. 3 mots, et je vais chacun de ces mots les aborder de 3 manières différentes. Premièrement, je vais confronter ces 3 mots avec ce que j'appellerais des rapports qui structurent l'existence humaine. Je pense que les quelques mots que vous avez utilisés pour intituler cette université disent quelque chose de fondamental sur l'existence humaine, sur comment est structurée l'existence humaine. Donc ça sera le premier temps. Je vais confronter les 3 mots que j'ai choisis dans le titre avec 3 rapports que pour moi structurent l'existence humaine. Deuxième temps, je vais associer ces 3 mots avec ce que j'appellerais des nouveaux équilibres. Parce que ces 3 mots renvoient souvent à des termes qui sont mis en contradiction. Et je pense que ces contradictions appellent à chercher des nouveaux équilibres. Donc ce deuxième temps, ça va être ces 3 mêmes mots du début, mais en lien avec 3 équilibres à construire. Et puis le troisième temps, ça sera toujours en lien avec ces 3 mots, la proposition de 3 déplacements. 3 déplacements pour penser d'une manière nouvelle le collectif, et en particulier un terme que je vais associer à ce moment-là, que c'est l'institution. Je pense que l'institution, c'est quelque part une manière de penser le collectif. Et donc, comme il se fait qu'à Justice et Paix, nous avons récemment pas mal travaillé sur cette question de l'institution, je vais donc associer un peu cette réflexion au thème de votre université. Donc voilà un peu le plan, 3 rapports existentiels, 3 équilibres et 3 déplacements. Je l'annonce parce qu'il se peut que le bon vin qu'on a vu tout à l'heure puisse provoquer des petites absences. Et donc vous saurez dans quel numéro je suis si jamais il y a une petite absence qui intervient. Alors, donc, premier temps, je disais 3 mots que je vais associer un peu à 3 rapports qui structurent l'existence humaine. Les 3 mots que j'ai choisis dans le titre, c'est le mot d'ingéniosité, ensuite le mot de convivialité et puis le mot de métamorphose. Donc ces 3 notions qui sont des notions, je pense, très fortes, qui sont dans le titre. Et donc, voilà, j'ai essayé d'aborder premièrement chacune séparément. Alors, je commence donc par l'ingéniosité. Quand on dit ingéniosité ou ingénieux, en fait, ça renvoie à habilité, à talent, à intelligence. On dit quelqu'un d'ingénieux et souvent quelqu'un d'intelligent. Aussi à l'idée de génialité, d'inventivité, d'astuce. Donc c'est un peu tout ça qu'il y a derrière cette notion d'ingéniosité. Mais il y a aussi quelque chose associé à l'idée d'ingéniosité, que c'est le terme d'ingénieur. Ingénieur, c'est quelqu'un qui construit, quelqu'un qui fabrique, quelqu'un qui modèle. Donc, il y a cette idée aussi de construction derrière la notion d'ingéniosité. Alors, je pense que dans notre monde, le terme d'ingéniosité, associé justement à l'idée d'intelligence, d'astuce, d'inventivité, est associé à un imaginaire très particulier. Un imaginaire que je dirais, on peut le caractériser par 2 aspects particuliers, que sont d'une part la rationalité. Quand on parle d'ingéniosité, quand on parle d'intelligence, je pense que en général, l'imaginaire qu'on associe à ingéniosité, c'est la rationalité. Ingéniosité, souvent, va se situer au niveau de l'intellect,
au niveau de la tête, au niveau de la pensée. Donc, c'est plutôt au niveau de la rationalité. Et puis, quand on dit ingéniosité, en général, on pense à une dimension individuelle. Ingéniosité, souvent, est associée à l'idée de talent, des compétences. Et donc, encore une fois, on va l'associer à des talents et des compétences individuelles. Donc, voilà, ingéniosité, je pense, dans la représentation qu'il y a dans notre monde, est associée un peu à cette idée de rationalité, rationnelle et individuelle. Donc, rationnel, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'idée de logique, de technique, d'efficacité. Et la rationalité, l'ingéniosité, on va la mesurer notamment en termes des compétences. On va voir si quelqu'un est ingénieux en fonction des compétences qu'il a. Et souvent, on va le mesurer par ses diplômes. Vous savez, dans notre société, l'ingéniosité, la rationalité, l'intelligence est mesurée souvent au niveau des diplômes et des compétences acquises. Donc voilà quelque chose qu'on va lier souvent à cette idée d'ingéniosité. Et puis individuelle, c'est-à-dire, comme je disais, quand on parle d'ingéniosité, en général, on pense à des compétences individuelles, à des capacités d'un individu particulier. Alors, je pense en fait que là, il y a une autre imaginaire à inventer, une autre imaginaire d'ingéniosité à développer. Et cet autre imaginaire, je vais le proposer associé à deux caractéristiques justement différentes à celles de la rationalité et de l'individuel. Je vais dire que l'ingéniosité, pour moi, ça peut être aussi quelque chose qui renvoie à la dimension relationnelle et pas uniquement rationnelle, donc au relationnel et au collectif et pas uniquement à l'individuel. Et c'est bien comme ça que vous l'avez utilisé dans le titre, puisque vous avez parlé d'ingéniosité collective. Alors, donc, relationnel. Pourquoi? Parce que je pense que quelqu'un d'ingénieux, l'ingéniosité, ne peut pas se réduire uniquement à la compétence technique, à l'intelligence rationnelle ou intellectuelle. Je pense que l'ingéniosité se transmet et s'exprime à travers tout notre corps, et pas seulement à travers la tête. L'ingéniosité est quelque chose qui relève de tout notre corps. Et je pense que souvent, l'ingéniosité se dit à travers la qualité de présence, et pas uniquement à travers la compétence ou la qualité rationnelle. À travers la qualité de présence et à travers la capacité de rentrer en relation avec les autres. Et vous savez, juste pour faire une petite illustration de ce que je veux dire derrière cette idée d'ingéniosité mesurée en termes relationnels, je pense au travail que je fais actuellement avec l'Arche. L'Arche, vous connaissez bien, c'est cette association créée par Jean Vanier qui accueille des personnes avec handicap mental. Ça fait pas très longtemps que j'ai l'occasion un peu de travailler ensemble avec l'Arche. C'est avec eux que j'ai découvert ce monde que pour moi était complètement étranger, qui est le monde du handicap mental. Et en fait, justement, quand on parle d'handicap mental, on voit bien là tout le contraire de ce qu'on appellerait quelqu'un d'intelligent et d'ingénieux. Et pourtant, ce que j'ai vu, c'est impressionnant. Ces gens-là n'ont pas l'intelligence rationnelle, n'ont pas l'intelligence intellectuelle, mais ont une intelligence de vie, de relation qui est absolument impressionnante. Et ils ont une capacité, ils ont une qualité de présence, ils ont une capacité d'entrer en relation avec les personnes qui est absolument admirable. Et donc, pour moi, ça révèle que l'ingéniosité n'est pas uniquement quelque chose qui relève de la qualité, de la capacité intellectuelle, mais ça relève de quelque chose d'autre que, pour moi, est beaucoup plus lié, justement, à la présence et à la relation. Et puis, je dirais aussi que l'ingéniosité ne peut pas être uniquement individuelle. L'ingéniosité, je dirais même, est avant tout collective. L'autre, c'est de la compétence, des compétences qu'on peut avoir individuellement. Mais l'ingéniosité,
l'inventivité, pour moi, est avant tout collective. Vous voyez, il y a quelque chose dans le collectif qui ne peut pas se réduire à l'agrégation des intelligences individuelles. Il y a quelque chose qui se passe quand on est ensemble qui va bien au-delà de l'addition des compétences et des savoir-faire individuels. Pensez au sport. Pensez aux sports qui se font en équipe, le football. Vous savez bien que dans une équipe de football, en fait, il faut que chaque joueur soit très compétent, mais ce qui va faire la différence, c'est leur capacité de jouer en équipe. Et donc, on voit bien que le faire équipe est au-delà des compétences et des savoir-faire individuels. Donc, voilà, je pense que dans l'ingéniosité, que dans notre monde, on l'associe surtout à cette dimension rationnelle, intellectuelle et individuelle, je pense qu'on pourrait la repenser et la revisiter justement à partir de cette dimension relationnelle et collective. Et donc pour moi, penser comme ça, l'ingéniosité, je le mets en lien avec un premier type de rapport qui me semble un rapport structurel de l'existence humaine, que c'est ce que j'appellerais le rapport à soi. Le rapport à soi. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai commencé en disant l'ingéniosité, on la pense toujours au niveau individuel, et en fait, il faudrait la penser au niveau plutôt collectif. Ça veut dire qu'individuel et collectif, on ne peut pas les séparer. Ça veut dire que les capacités individuelles, l'ingéniosité individuelle, il faudrait toujours le penser à travers et avec la relation aux autres, et non pas de manière séparée individuellement. Ça veut dire que pour penser la mêmeté, il faut passer par l'altérité. C'est-à-dire qu'il faut penser justement altérité, rapport à l'autre, et mêmeté, rapport à soi-même, ensemble. Et pourtant, je vais y revenir après, on a tendance dans notre société toujours à opposer individuel et collectif. Donc voilà, si vous voulez, cette ingéniosité collective qui pour moi invite à penser d'une manière nouvelle l'ingéniosité et qui dit quelque chose d'un rapport structurel essentiel de l'existence humaine que c'est le rapport à soi. Et le rapport à soi, je le dis, pour moi on ne peut pas le penser de manière individuelle, il faut nécessairement le penser en termes d'altérité, en termes de rapport à autrui. Voilà donc pour le premier mot, c'était l'ingéniosité. Alors, je fais le même exercice maintenant avec le deuxième mot, que c'est la convivialité. Alors, quand on dit convivialité, on pense surtout à l'idée, au type de lien. La convivialité va dire quelque chose sur la qualité du lien, va dire quelque chose sur l'atmosphère. On peut dire qu'ici, et tout à l'heure, je pense, c'est ce qu'on a vécu ensemble, il y avait une ambiance très conviviale. Donc la convivialité, c'est souvent la convivialité, en plus, c'est renvoyé à l'idée de repas. C'est parce que convivialité renvoie à convive, et c'est ce partage agréable avec des convives. On dit aussi convivialité, et quand on parle des choses qui sont facilement accessibles à l'être humain. Par exemple, on va l'utiliser souvent avec l'informatique, on va dire c'est un outil convivial, c'est-à-dire on peut l'utiliser facilement, on peut s'en servir facilement. Donc, voilà, on peut dire que convivialité, derrière convivialité, il y a un peu cette idée de relation harmonieuse et agréable. Alors, je pense que convivialité, encore une fois, comme je l'ai fait pour ingéniosité, est associée à une représentation, à un imaginaire assez particulier dans notre monde. Un imaginaire qui, je vais encore une fois qualifier par deux aspects. D'une part, quand on dit convivialité, ça renvoie à proximité, à relation de proximité. Souvent, convivialité, on l'utilise pour parler des relations entre des amis. Donc, c'est des relations amicales, des relations de proximité. Et souvent, la convivialité renvoie à l'idée de détente. Tout à l'heure, on était bien détendus parce qu'on mangeait ensemble. Il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de conférences à écouter, ni des petits ateliers pour réfléchir. Donc, voilà, c'est de la détente.
Et donc, voilà, proximité et détente, en général, sont associés à ce terme de convivialité. Alors, je pense que là aussi, il y a peut-être quelque chose à revisiter dans la notion de convivialité. Et je dirais qu'on pourrait peut-être penser la convivialité, pas seulement dans ses relations interindividuelles, notamment avec les plus proches, mais que peut-être la convivialité, c'est une manière de penser la société. Et que ça serait intéressant de penser justement la convivialité comme imaginaire d'une manière de faire société avec les autres. Et donc comme une manière de s'ouvrir à la différence des autres. Donc, vous voyez, là, je pense que la convivialité, du moment qu'on l'associe un peu à cette idée de faire société, et on introduit quelque chose qui n'est pas uniquement de la proximité, parce que dans la société, justement, on cohabite, on coexiste avec des gens qui ne sont pas proches. Donc ça veut dire un certain rapport à la différence. La convivialité suppose un certain rapport à la différence. Et puis, ça veut dire que dans la société, ce qu'on va évaluer comme dimension de bien-être au niveau sociétal va être pas, je dirais, des choses comme le PIB ou comme le niveau de croissance ou comme le niveau de la dette, que sont aujourd'hui des indicateurs pour dire si une société se porte bien ou mal, mais plutôt la qualité relationnelle entre les personnes qui composent ces sociétés. Ça veut dire que la convivialité, ça serait une manière de parler et de mesurer la santé, le bien-être d'un groupe humain, d'une société. Et donc, voilà, vous savez que convivialité renvoie à un mouvement qui a été lancé par Alain Caillé, qui s'appelle convivialisme. Il y a un manifeste qui a été proposé, manifeste convivialiste, et qui s'associe un peu à cette idée de penser la société en termes de convivialité. Donc l'idée n'est pas nouvelle, mais je pense que là, il y a justement quelque chose qui est un déplacement à faire, comme on l'a fait pour l'ingéniosité, de sortir la convivialité des relations entre des proches et de le penser comme une manière de structurer la société. Et donc, l'idée de convivialité comme projet de société, pour moi, ça renvoie à un autre type de rapport qui structure l'existence humaine, et que c'est ce que j'appellerais le rapport à autrui. L'ingéniosité, je l'avais mis en lien avec le rapport à soi. La convivialité, je dirais, c'est plutôt de l'ordre du rapport à autrui. Et là, pour dire pourquoi convivialité peut se croiser avec rapport à autrui, j'ai pensé en écrivant cela à un auteur que vous connaissez sans doute, c'est cette grande philosophe qui s'appelle Hannah Arendt et qui parle de l'importance politique de l'amitié. L'importance politique de l'amitié. Vous voyez, elle parle d'amitié, pas de convivialité, mais comme je disais tout à l'heure, quand nous parlons de convivialité, on pense à des relations entre des amis. Et voilà que Hannah Arendt dit la politique, et là, justement, si on dit politique, ça veut dire penser la société, la gestion du vivre ensemble, la politique devrait être pensée en termes d'amitié. Et quand elle parle d'amitié, et je trouve que c'est très intéressant parce que je vais y revenir après, elle dit en fait, qu'est-ce qui fait justement l'amitié, en grec vient de ce mot qui est philia, et qui renvoie à cette idée de l'amitié entre des citoyens. Et en fait, ce qui permettait de parler d'amitié pour les Grecs, c'était le fait de se parler. Vous savez que pour les Grecs, le discours est quelque chose de très important. Une manière d'exister, d'être en relation avec les autres, c'était justement à travers le discours. Et donc le discours, c'est justement une manière de se parler. Et donc elle dit, en fait, la politique, la société,
se construit autour de l'amitié. Pour qu'il y ait de l'amitié, il faut qu'il y ait ces espaces de dialogue, ces espaces où on peut se parler. Donc c'est le dialogue, c'est le pouvoir se parler qui est associé à cette relation d'amitié. Et là, une phrase que j'ai reprise, que je trouve magnifique, elle dit « Le monde est humain lorsqu'il devient objet de dialogue. Le monde est humain lorsqu'il devient objet de dialogue. » Donc vous voyez la place qu'elle donne au dialogue. Ce qu'il fait qu'un monde, une société, un groupe humain puisse se sentir humain, c'est qu'on puisse en dialoguer. Donc voilà, dialogue, amitié, projet de société. Donc voilà, pour moi, tout ça résonne fortement avec cette idée de convivialité, pensée comme projet de société, et pas seulement comme des relations amicales entre des proches. Donc voilà, deuxièmement, convivialité. Et donc, comment la convivialité aussi peut être pensée d'une manière relationnelle et collective et comme avec une dimension politique et sociétale. Et puis, troisième et dernier mot, c'est le mot métamorphose. Alors, quand on dit métamorphose, ça veut dire un changement radical. C'est quand il y a un changement, même on parle d'être. Un être qui se transforme dans un autre être. C'est une transformation radicale, totale de l'être et de son état. Vous voyez, c'est l'exemple de la larve qui devient papillon. Donc il y a un changement radical. Même dans le papillon, on ne peut jamais reconnaître qu'il y a eu avant une larve. Donc ce n'est pas un petit changement. Si vous parlez de métamorphose, c'est un changement radical. Ça veut dire que ce qu'on va donner à voir est quelque chose de complètement différent que ce qu'on est aujourd'hui. Alors, je pense que dans métamorphose, même si maintenant c'est un terme qu'on utilise de plus en plus, mais du moment que métamorphose, on l'associe à changement, je pense qu'il y a aussi un imaginaire dans notre monde, dans notre société, qui est un peu réducteur de l'idée de métamorphose et de changement. Vous savez, il y a, on peut dire, le changement c'est aujourd'hui. Donc il y a un peu cette idée derrière changement, quelque chose d'assez immédiat. C'est maintenant, pardon. Merci. C'est maintenant. Bon, voilà. Le changement, c'est maintenant. Ça veut dire quelque chose d'immédiat. Et pour moi, c'était... Alors, il n'a pas dit la métamorphose, c'est maintenant. Je pense que là, ça demande un peu plus de temps. Mais je pense que quand on dit métamorphose et transformation, on pense à changement. Et on est très vite dans quelque chose qui est un changement immédiat. Et qui, je dirais, je le traduirais en termes de on veut avoir plus du même, plus de ce qu'on connaît déjà. Quand on parle de l'avenir, de futur, et d'un avenir meilleur, et d'un futur meilleur, et même si on parle de changement, c'est notamment quand on est en crise, c'est pour pouvoir justement avoir plus de ce qui nous manque aujourd'hui. Et donc plus du même. Et je pense que très souvent, derrière l'idée de changement, transformation, métamorphose, il y a un peu cette idée de pouvoir prolonger ce que nous avons aujourd'hui. Et il y a un peu l'idée d'une amélioration surtout quantitative, plus du même, et sécuritaire. C'est pouvoir sécuriser ce que nous avons aujourd'hui. Surtout qu'on puisse bien garantir ce que nous avons aujourd'hui. Donc le risque zéro. Quand on parle de l'avenir, on pense beaucoup à risque zéro, à sécurité. Et donc, je pense, c'est un peu contradictoire avec l'idée de métamorphose, mais je pense que souvent, le changement, notamment en période de crise, c'est plutôt tout le contraire. C'est de dire, est-ce que nous pouvons garantir et avoir plus de ce que nous avons aujourd'hui et qui nous manque un petit peu. Alors, je pense que là aussi, il y a un nouvel imaginaire à développer. Un nouvel imaginaire de changement et de métamorphose. Un imaginaire qui fasse place à l'inconnu. Un imaginaire qui fasse place à l'inattendu. Un imaginaire qui fasse place
à l'imprévisible. Une imaginaire, justement, qui dise que s'il y a une transformation radicale, ça veut dire que ce qu'on attend, ce n'est pas plus du même, mais c'est autre chose qu'on ne connaît pas. Par définition, on ne la connaît pas, sinon il n'y a pas de nouveauté. On ne la connaît pas, mais autre chose, autre chose. Et je pense que ça est quelque chose qu'on a du mal à introduire quand on pense à l'avenir, quand on pense au futur. Parce que très vite, face à l'avenir, au futur, on développe une logique sécuritaire. On veut au moins garantir ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, pour moi, métamorphose renvoie à quelque chose d'autre et à s'ouvrir à cette possibilité d'un radicalement nouveau. S'ouvrir à quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on attend comme porteuse de nouveautés et de plus de vie. Et donc, voilà. Pour moi, métamorphose, ça veut dire intégrer l'idée d'inattendu et avoir une approche positive de l'inattendu. On a peur de l'inattendu. On ne veut pas avoir de l'inattendu. On veut bien se protéger, on veut bien se sécuriser. Mais s'il n'y a pas d'inattendu, il n'y a rien de nouveau. On va simplement reproduire ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour qu'il y ait de la nouveauté, il faut de l'inattendu. Et donc, pour moi, métamorphose, ça veut dire s'ouvrir à l'inattendu. Donc, à l'inattendu, et puis ça veut dire aussi s'ouvrir, je dirais, à quelque chose qui n'est pas uniquement d'ordre quantitatif. Je pense qu'on est trop dans une logique de penser l'avenir et le futur et le bien-être futur en termes quantitatifs. Plus du même. Et je pense que justement, il s'agit de sortir de cette idée de plus ou du moins, mais de penser l'autrement. Et donc de penser plutôt l'avenir en termes qualitatifs. Penser le bien-être en termes qualitatifs. Vous voyez, ça renvoie à ce que je disais dans la convivialité avec la dimension relationnelle. La relation, c'est très difficile de compter, de comptabiliser. Et pourtant, je pense qu'elle est absolument essentielle dans une vie humaine et dans une vie collective. Donc voilà, je pense que la métamorphose, pour moi, ça invite à penser autrement le rapport à l'avenir. L'ingéniosité, c'était le rapport à soi. La convivialité, c'était le rapport à autrui. La métamorphose, pour moi, ça renvoie au rapport à l'avenir. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le rapport à un avenir qu'on attend comme inattendu, comme porteur de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et là, je ne peux pas m'empêcher encore de citer un petit proverbe. Alors, vous savez, ce terme de métamorphose, il y a eu un article qui a beaucoup circulé de Edgar Morin sur la métamorphose, qui est un très beau article. Et dans cet article, il cite un proverbe turc qui est, à mon avis, qui dit quelque part cette idée de avenir pensé comme inattendu. Il dit « Les nuits sont enceintes et nul ne connaît le jour qui naîtra. » Les nuits sont enceintes et nul ne connaît le jour qui naîtra. Vous voyez, c'est plein de poésie, mais en quelques mots, il dit ce que j'étais en train de dire avec l'avenir qui fait place à l'inattendu. Les nuits sont enceintes. On est en situation d'obscurité. On est en quelque chose qui, justement, la crise, c'est un peu cette situation d'obscurité. Mais cette crise, on la sent et on la vit comme promesse d'un nouveau possible, mais un nouveau qu'on ne connaît pas encore, un nouveau qu'on attend comme porteur de nouveautés, mais qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, penser l'avenir, l'obscurité actuelle, comme quelque chose qui engendre un nouveau possible. Voilà donc les 3 mots du titre que j'ai repris, et à chaque fois en essayant de dire comment, à mon avis, à travers ces 3 mots, je pense, dans votre université, vous inviter à les revisiter d'une manière nouvelle. Alors, deuxième temps, ça va, il faut que j'accélère un peu, non ? Ça va ? Vous tenez encore ? Alors, donc je passe au deuxième temps. Si. Non, j'ai vraiment remarqué que ça marche pas. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'était une petite boutade inutile. J'ai remarqué que
J'ai remarqué qu'à 3 ou 4 exceptions près, tout le monde suivait. Alors, donc, deuxième temps, je disais, ces 3 mots qu'à chaque fois j'ai un peu revisité en termes d'imaginaire, et je vais les associer à 3 équilibres, à mon avis, qui sont à retrouver, à reconstruire. Alors, dans le premier mot, c'était le mot d'ingéniosité. Vous vous souvenez, c'était le rapport à soi, et j'avais dit, ça défie à penser l'altérité comme mêmeté. Penser l'altérité comme mêmeté. Ça veut dire mêmeté. Mêmeté, c'est les philosophes qui inventent des mots, mais je n'ai pas trouvé de meilleur mot pour dire ça. Mêmeté vient de même, d'accord? C'est le substantif de même, ok? Donc, c'est un peu le contraire de l'altérité. Donc, l'altérité, c'est rapport à l'autre, mêmeté, c'est rapport au même. Et donc, c'est mettre ensemble deux choses qui sont contraires. Dire l'altérité comme mêmeté, ça veut dire que le rapport à soi, le rapport au même, on ne peut pas le penser sans le rapport à l'autre. Et alors, pour moi, ça renvoie un peu à l'opposition que je pense que nous faisons très souvent entre individuel et collectif. Entre individuel et collectif. Et je pense que nous sommes dans un monde, dans une société où nous opposons, la plupart des fois, individuel et collectif. Et que là, je crois que c'est tout ce que j'évoquais un petit peu autour de la notion ingéniosité collective, invite avant tout à croiser, à articuler d'une manière nouvelle, individuelle et collective. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on pense collectif souvent dans notre société? Je pense que, comme je disais, le collectif est souvent pensé contre l'individuel, comme ce qui est opposé à l'individuel. Et avec deux approches qui montrent un peu cette opposition. Une approche qui est parfois uniquement instrumentale, on va dire, oui, ok, on va se mettre ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort. On dit souvent ça, ensemble, on est plus fort. Donc là, c'est le collectif complètement instrumental. On se met ensemble, on s'en rapproche, parce que comme ça, on va pouvoir faire plus pression. On va pouvoir devenir plus fort. Donc, c'est le collectif instrumental. Ou l'autre approche possible, c'est ce que je appellerais une approche sacrificielle. On va dire, ah oui, je vais faire du collectif, je vais m'intéresser aux autres, même si je sais que je me sacrifie, même si je sais que c'est au détriment de mon intérêt individuel. C'est l'intérêt pour l'autre, même si, voilà, c'est un peu au détriment de mon intérêt individuel. Et donc, c'est un peu un collectif sacrificiel. C'est-à-dire, je suis très conscient, je suis très généreux, et donc, voilà, je vais m'intéresser aux autres, mais je sais bien que ça suppose de me sacrifier individuellement. Alors, moi, je pense qu'il faut sortir de cette approche, de ces deux approches instrumentales et sacrificielles du collectif. Et que ce que je disais tout à l'heure avec altérité, mêmeté, c'est justement une invitation à penser individuel et collectif en termes d'interdépendance. Non pas comme des opposés, mais interdépendants. Je pense qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et donc, je propose un mot pour penser cette interdépendance. Un mot pour pouvoir dire justement autrement ce lien entre individuel et collectif, un lien qui ne soit pas, comme je disais, ni instrumental ni sacrificiel. Et le mot que je propose, c'est le mot de communion. Le mot de communion. Je pense que la communion dit quelque chose du lien entre des personnes qui se retrouvent dans un collectif, mais qui n'est pas ni instrumental ni sacrificiel.
Vous voyez, la communion, ça ne suppose pas l'agrégation, comme quand on dit on se met ensemble parce qu'ensemble on est plus fort. Ça, c'est de l'agrégation. La communion, ce n'est pas de l'agrégation. Et ce n'est pas non plus de la substitution. Je fais pour les autres et donc je fais moins pour moi. Donc la communion, justement, pour moi, est autre chose que de l'agrégation ou de la substitution. Et pourquoi je mets cette idée de communion pour penser l'articulation entre individuel et collectif? Alors, une référence qui, à mon avis, peut aider à penser cette notion de communion comme une nouvelle manière de penser articulation entre individuel et collectif, c'est la définition du bien commun d'un auteur qui a beaucoup travaillé sur le bien commun, que c'est Gaston Fessard. Cet auteur, vous savez, le bien commun, c'est une notion que nous utilisons beaucoup. Elle est devenue maintenant très à la mode, mais c'est une notion qui est au cœur, je dirais, de toute la pensée sociale chrétienne. C'est une notion très difficile à définir, parce que, comme vous voyez, les encycliques sociales, c'est une notion qui reste toujours définie de manière très vague. Et Gaston Fessard dit quelque chose sur le bien commun que je trouve qui est très intéressante. Il différencie 3 notions en parlant du bien commun. Il dit, dans le bien commun, parfois, on parle du bien de la communauté. Bien commun, c'est bien de la communauté. Donc voilà, il y a un groupe de personnes, c'est le bien de ce groupe de personnes. Bien de la communauté. Ça, c'est une manière de penser le bien commun. Mais en bien commun, parfois, on dit aussi la communauté des biens. La communauté des biens. C'est plutôt les biens communs au pluriel. Vous voyez, l'eau, la terre, l'air, ça, c'est la communauté des biens. C'est des biens pour l'univers entier, pour la famille humaine au niveau universel. Donc, ce n'est pas le bien d'une communauté au niveau local, c'est des biens qui sont des biens pour tous. Et donc, il dit, en fait, le bien commun, c'est quelque chose qui rassemble ces 2 notions de bien de la communauté et de la communauté de biens. Et il dit, le bien commun, pour lui, il l'a défini comme le bien de la communion. Le bien de la communion. Parce que ce qui va permettre de rassembler le bien de la communauté et la communauté de biens, c'est ce qui relie les personnes. C'est justement la communion, le bien de la communion. Et vous voyez, je trouve que c'est très beau de traduire bien commun comme bien de la communion. Donc, ce n'est pas des biens en soi qui font le bien commun. Évidemment, le bien commun passe par le fait que tout le monde puisse accéder aux biens de base, à l'eau, à la terre, à l'air. Donc, ça passe par ça. Mais l'essentiel du bien commun n'est pas dans l'accès aux biens de base. C'est dans cette capacité de faire des liens de communion avec les autres. C'est ce qu'on arrive à construire ensemble avec les autres. Et donc, voilà, je pense que là, en communion, en bien de la communion, il y a peut-être une manière de penser d'une manière nouvelle l'articulation entre individuel et collectif. Voilà donc pour le premier équilibre en lien avec l'ingéniosité, l'équilibre entre individuel et collectif, et donc avec cette proposition de le faire, d'utiliser la notion de communion. Deuxième mot et deuxième équilibre. Le deuxième mot, c'était celui de la convivialité. Alors, et vous vous souvenez, c'est là que j'avais parlé de Hannah Arendt, et je disais, penser la convivialité comme projet de société, et Hannah Arendt le traduisait comme l'importance politique de l'amitié. Donc, voilà comment penser l'amitié au cœur de la politique. Et donc, pour moi, ça renvoie aussi à 2 choses qui sont souvent mises en opposition. Quand on parle de société, quand on parle de politique, quand on parle du vivre ensemble, c'est l'opposition entre concurrence et coopération. Concurrence et coopération. Quand on dit convivialité, en général, on va penser à coopération. Et de fait, aujourd'hui, convivialité est très associée à plein de pratiques, justement, qui vont développer la coopération, la collaboration, la co-construction.
Et souvent, quand on parle de coopération, co-construction, collaboration, on va justement l'opposer à l'idée de concurrence. Parce que dans la concurrence, on peut dire chacun défend son intérêt individuel, tandis que dans la coopération, on a un intérêt commun, on a un projet commun. Et donc, on va souvent opposer ces deux approches. Mais vous voyez, pour moi, c'est un peu la même histoire qu'entre individuel et collectif. Je pense qu'encore une fois, c'est deux expériences qui ne sont pas à opposer, mais à penser de manière complémentaire. À penser de manière complémentaire, intérêt individuel et intérêt de tous, à penser de manière complémentaire, concurrence et coopération. Et je pense que là, il y a aussi un mot qui peut peut-être aider à penser cette complémentarité entre concurrence et coopération, et c'est le dialogue. Le dialogue. Hannah Arendt parlait de dialogue. Quand je l'ai évoqué tout à l'heure, pour parler d'amitié, justement, elle faisait le lien avec cette capacité de se parler et donc de rentrer en dialogue. Eh bien, moi, je pense que le dialogue est quelque chose qui permet justement peut-être d'articuler intérêt individuel et intérêt collectif et même concurrence et coopération. Parce que le dialogue, ça veut dire que on n'a pas tous le même avis, on n'a pas tous le même intérêt, mais qu'on est capable de croiser nos avis et nos intérêts. Et qu'on est capable, s'il y a du vrai dialogue, de se laisser déplacer par l'avis de l'autre. Et donc, vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui est bien entre la concurrence et la coopération. Dans la coopération, on est tous déjà d'accord sur un projet commun. Dans la concurrence, chacun tire pour son projet individuel. Eh bien, le dialogue est ce qui permet, à partir des intérêts de chacun, construire quelque chose de commun, construire quelque chose de collectif. Mais justement, c'est ce qui permet de passer de l'un à l'autre. Et donc, voilà, moi je pense que là, il y a quelque chose à prendre très au sérieux, cette expérience du dialogue. Et vous savez, je fais là un lien, en termes de référence, à quelque chose... Paul en parlait tout au début dans la présentation. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans l'encyclique qui vient de publier le pape François. Et c'est une encyclique sur l'écologie, mais il y a tout un chapitre sur les actions à faire, ce qu'on peut faire justement pour travailler pour cette écologie intégrale qu'il propose. Et ce chapitre sur les actions, tout le chapitre est proposé en termes de dialogue. Les actions à faire sont établir des espaces de dialogue au niveau international, établir des espaces de dialogue au niveau national, développer du dialogue entre politique et économique, développer du dialogue entre sciences et religion. Tous les items du chapitre sur les actions sont formulés en termes de dialogue. Il met le dialogue au centre de ce qu'on peut faire. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'énorme et que ça change par rapport un peu je pense, à une représentation où, quand on voit ce qu'il faut faire, on va se battre, on va pousser, on va plutôt être dans l'opposition, dans la pression, mais on va parfois, je pense, passer un peu trop vite à la possibilité de créer de vrais espaces de dialogue. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose de très important pour justement changer le monde, pour créer une politique fondée sur l'amitié, pour que la convivialité devienne vraiment un projet de société, que c'est de faire un véritable espace au dialogue, de prendre au sérieux ce que c'est le dialogue. Le dialogue, ce n'est pas simplement échanger des idées. Le dialogue, ce n'est pas simplement le café de commerce. Le dialogue, c'est on a des avis différents, on a des représentations différentes, on a des intérêts différents, et on se met autour de la table et on est prêt à construire ensemble et à se laisser déplacer par l'avis de l'autre. C'est absolument énorme. Et je pense que c'est à ça que nous invite aussi le pape François. Donc voilà, deuxièmement, c'est le mot de convivialité comme projet de société, et donc que je
associé à ce mot de dialogue pour le penser. Et puis le troisième mot, c'était le mot de métamorphose. Alors, que j'avais associé à ce proverbe de « les nuits sont enceintes et nul ne connaît le jour qui naîtra ». Alors là, pour moi, ça renvoie aussi à une autre opposition, que c'est l'opposition entre l'attendu et l'inattendu. L'attendu et l'inattendu. J'ai beaucoup parlé d'inattendu quand je parlais de la métamorphose. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a aussi un équilibre nouveau à construire. Un équilibre nouveau à construire. De même qu'il y a un équilibre à construire entre individuel et collectif et entre concurrence et coopération, je pense qu'il y a un équilibre nouveau à construire entre attendu et inattendu. Comme je l'ai déjà dit, je pense que nous sommes dans des sociétés où on ne fait aucune place à l'inattendu. Et tout ce qui est inattendu est perçu comme quelque chose de négatif. C'est qu'on n'a pas bien prévu, c'est qu'on n'a pas bien anticipé, et donc voilà, c'est négatif. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer, c'est d'avoir un peu ce regard positif, cette approche positive de l'inattendu. Et donc, justement, de ne pas être face à l'avenir uniquement dans une logique de protéger ce qu'on a, de pouvoir faire durer ce qu'on a aujourd'hui, mais plutôt de créer des espaces pour que l'inattendu puisse arriver. Et alors, encore une fois, là, je pense que, comme dans les deux cas précédents, il faut non pas les opposer, attendu et inattendu. Il faut les penser ensemble, il faut les articuler, il faut les penser justement en interdépendance. Alors, comme j'ai fait pour les deux autres, je vous propose aussi un mot pour peut-être penser cette articulation entre ces deux opposés que sont l'attendu et l'inattendu. Et le mot que je vais utiliser ici, c'est le mot d'utopie. Le mot d'utopie. L'utopie, vous savez, en général, quand on parle d'utopie, alors il y a souvent une approche très péjorative de l'utopie. Moi, vous savez, on me dit souvent que je suis utopiste, et c'est une manière de me dire, tu es dans les nuages, c'est irréel ce que tu dis, tu es en dehors de la réalité. Et c'est vrai qu'en général, quand on dit utopie, souvent on fait référence à cette idée que c'est des rêves, c'est de la naïveté, c'est en dehors de la réalité. Alors, je pense que ce n'est pas ça l'utopie. Et pour dire ce que c'est l'utopie, je vais évoquer encore un auteur qui est un écrivain uruguayen. Alors, c'est un écrivain de mon pays qui est mort récemment, qui a été pas mal traduit en français, donc peut-être vous le connaissez. C'est Eduardo Galeano. Il a une définition de l'utopie. Il parle beaucoup avec des récits et des contes, donc c'est une manière très imagée de définir l'utopie. Il dit l'utopie, c'est quelque chose qui est toujours à l'horizon. C'est quelque chose qui est toujours à l'horizon. Et donc, on fait 2 pas vers cet horizon et cet horizon s'éloigne des 2 pas. On fait 2 pas de plus et l'horizon s'éloigne encore des 2 pas. Et il dit, c'est ça l'utopie. Et alors il dit, à quoi ça sert si finalement, chaque fois qu'on avance, ça s'éloigne encore. Et il dit, ça sert à ça l'utopie. Ça sert à marcher. Et voilà, l'utopie est par définition quelque chose d'inaccessible. Mais c'est ça qui nous fait marcher. C'est ça qui nous fait aller de l'avant. S'il n'y a pas d'utopie dans la vie, je pense qu'on est mort. Une vie sans utopie, c'est une vie morte. Donc oui, je pense que l'utopie est quelque chose d'inaccessible, mais c'est ça justement qui pousse à aller toujours plus loin. Et donc, pour moi, l'utopie est quelque chose justement qui peut peut-être articuler attendu, inattendu. Parce que dans nos utopies, dans notre imaginaire de ce que c'est une vie bonne, il y a évidemment beaucoup de choses que nous connaissons aujourd'hui et que nous voudrions garder. Mais il faut que dans cette utopie, il n'y ait pas uniquement ce que nous connaissons. Sinon, ce n'est pas de l'utopie. C'est simplement de la sécurité.
c'est simplement de la prolongation de ce que nous avons aujourd'hui. S'il y a utopie, ça veut dire qu'il y a une autre chose possible, il y a une autre nouveau possible. Donc voilà, utopie pour peut-être penser l'articulation entre attendu et inattendu. Voilà donc les trois mots, ingéniosité, convivialité et métamorphose, mais maintenant associés à trois équilibres à construire. Et voilà qu'il me reste le troisième et dernier temps. Et vous tenez encore ? Oui, oui. Alors, donc, troisième temps, je vais aller plus vite. Et je disais, oui, je disais, voilà, ces trois mots, je voudrais enfin les associer à trois déplacements. À trois déplacements que je vais les présenter en lien avec l'idée d'institution. Je l'ai évoqué tout au début. Pourquoi institution ? Je disais, pour moi, ce qui a au cœur de votre université et un peu de tous ces mots que j'ai un peu mobilisés jusqu'à présent, c'est cette idée du collectif, de comment construire autrement le vivre ensemble, le collectif, la société. Et évidemment, si on dit collectif, société, vivre ensemble, l'institution est une dimension clé, parce que l'institution, ce n'est pas uniquement, quand on dit institution, la première chose à laquelle on pense, c'est à des organisations. Et c'est vrai que l'institution, c'est avant tout des organisations. Mais l'institution, en général, c'est ce qui permet de donner de la structure à un monde commun. L'institution, c'est justement ce qui permet de tenir ensemble. L'institution, c'est un peu l'architecture d'une société qui vit ensemble. Donc, l'institution, c'est justement ce qui permet la vie avec d'autres. Et donc, l'institution, c'est autant les organisations que les mœurs, que les habitudes, que les normes sociales qui nous permettent de vivre ensemble, de cohabiter ensemble harmonieusement dans une société. Donc c'est dans ce sens très large d'institutions que je vais parler. Alors, il se fait que à JTCP, on a fait tout un travail autour de l'institution parce qu'on sentait que dans notre société aujourd'hui, on est un peu dans ce qu'on peut appeler une crise institutionnelle et un processus qu'on appelle parfois de désinstitutionnalisation. C'est-à-dire un peu les grandes institutions autour desquelles s'est construit nos sociétés, aujourd'hui sont un peu en crise, voire en faillite. L'État, l'école, la famille, l'armée, voilà, toutes ces grandes institutions autour desquelles se construit la société, le lien social, aujourd'hui sont des institutions qui sont un peu éclatées. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'institution ? Est-ce qu'on est maintenant dans ce monde où, avec les réseaux et la connectivité, finalement, on n'a plus besoin d'architecture institutionnelle puisqu'on veut rentrer en contact direct avec qui on veut sans besoin d'une organisation ou d'une institution. Est-ce que, dans le monde d'aujourd'hui, on va vers la fin de l'institution ? Et on s'est dit, non, en fait, l'institution est absolument essentielle à la vie ensemble, à la vie en société, mais ce qu'il faut, c'est penser autrement l'institution. Et donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Et qu'est-ce que ça voudrait dire de penser l'institution d'une manière nouvelle aujourd'hui ? Et donc, c'est un peu cette réflexion que je vais reprendre très rapidement et que je vais l'associer avec les trois mots que j'ai présentés auparavant. Alors, ces trois mots, je vais donc les associés à trois fonctions de l'institution. Trois fonctions de l'institution qu'il nous semblait, là je parle de nous puisque je parle de ce travail commun, qu'il nous semblait qu'il fallait revisiter et redéfinir. Il y a trois fonctions dans toute institution. Une première fonction, c'est la légitimité.
Une institution est quelque chose qui donne de la légitimité à un projet. C'est-à-dire, quand on fait un projet ensemble, donc on monte une institution autour du projet, l'institution donne une légitimité, c'est-à-dire une identité commune à ce groupe qui est autour de ce projet. Les Amis de la Vie, c'est une institution avec un projet et avec une légitimité. C'est le président, par exemple, qui peut dire si ce que vous faites, c'est bien ou mal, et si ça rentre ou pas à l'intérieur des Amis de la Vie. C'était pour voir si vous n'étiez pas encore dormi. Alors, je ne sais pas qui définit la légitimité des Amis de la Vie. En tout cas, les Amis de la Vie, c'est une institution avec une légitimité, une identité propre. Une identité propre. C'est ça ce qui veut dire la légitimité. Donc, quelque chose qui donne de l'unité à toutes les personnes qui composent ce groupe. Donc, légitimité, première fonction. Deuxième fonction, l'encadrement. Toute institution va donner un encadrement, c'est-à-dire, elle va donner un cadre d'action. À l'intérieur de chaque institution, il y a des manières de faire propres. Par exemple, aux Amis de la Vie, vous faites votre université d'été tous les ans. Donc, il y a une manière de faire qui est propre à l'institution. Dans d'autres, on va faire des colloques. Dans d'autres, on va faire des rencontres. Dans d'autres, on va faire des forums. Donc, il y a des manières de faire, des habitudes qui sont propres à chaque institution. Et ça, c'est très important, de ne pas avoir, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, avoir à inventer tout de nouveau. Donc, voilà, ça donne un cadre d'action, ça donne un encadrement. Et puis, troisième fonction de toute institution, c'est la pérennité. L'institution donne de la continuité au projet, donne justement de la pérennité. Ça permet que s'il y a un projet qui nous fait vivre et qui nous semble important, il puisse se poursuivre. L'institution donne de la durabilité et de la continuité au projet. Voilà. Alors, je pense que ces trois fonctions, on peut peut-être les repenser à travers ou à partir un peu des trois mots que j'ai un peu présenté auparavant à partir du titre de votre université. Je disais en premier la légitimité, la fonction de légitimité. Alors, je pense que penser la légitimité d'une institution à partir de la communion, c'était le terme de communion, vous vous souvenez, que j'avais proposé pour penser l'articulation entre individuel et collectif, penser la légitimité en termes de communion, ça permet de passer d'une légitimité qui est pensée en termes de contrôle à une légitimité qui est pensée en termes de altérité, de rapport à l'altérité. Vous voyez, quand on dit légitimité, et la petite blague que je fais tout à l'heure en disant c'est le président qui dit qui peut faire partie ou pas des Amis de la Vie, c'est vrai que dans les institutions, il y a toujours une autorité qui va dire qui est légitime de faire part ou pas, et qui va avoir une manière, un outil de contrôle, de contrôler que toutes les personnes qui s'en réclament, justement, respectent ce qui donne l'identité au groupe. Et donc, très souvent, l'institution, on la pense en termes de contrôle. La légitimité, c'est contrôler que tout le monde appartient un peu à ce même moule. Et je pense que l'idée de penser la légitimité en termes de communion, ça suppose de sortir un peu de la logique de contrôle. L'institution, la légitimité, ce n'est pas à contrôler que tout le monde rentre dans le même moule. Et souvent, dans les institutions, c'est ce qu'on fait. Et on est dedans ou dehors. On rentre ou pas dans le moule, dans le schéma, dans la définition. Et donc, c'est sortir du contrôle et penser plutôt la légitimité, je disais en termes d'altérité, c'est-à-dire penser l'identité non pas comme ce qui uniformise, mais ce qui donne de l'unité. C'est cette différence entre uniformité et unité. C'est-à-dire la légitimité, ce n'est pas quelque chose qu'uniformise, qu'on dit que toutes les personnes d'une même institution sont pareilles, mais c'est ce qui permet l'union entre ces personnes. C'est ce qui permet la communion entre ces personnes. Et donc, je pense que là, la communion
permet de penser d'une manière différente l'institution et ce qui donne la légitimité à une institution. C'est-à-dire l'institution en termes de communion, de ce qu'on vit ensemble, et non pas en termes de contrôle par rapport à un moule, un schéma qui est prédéfini. Donc, voilà par rapport à la première fonction de l'institution, comment penser l'institution à partir de la communion. Deuxième fonction, c'était l'encadrement. Et là, je pense qu'il y a autre chose qui est très intéressante. Quand je parlais de la convivialité, du dialogue. Comment penser l'encadrement en termes de dialogue? C'est-à-dire, justement, la manière de faire à l'intérieur d'une institution, non pas comme imposition d'une manière de faire, mais comme habilitation. Passer de l'imposition à l'habilitation. Pour moi, c'est ça le dialogue. C'est cet espace, cette possibilité que chacun puisse développer, déployer ses capacités propres. Et je pense que c'est ça ce qui permet le dialogue. Le dialogue permet justement que chacun puisse déployer ses potentialités et qu'on puisse faire quelque chose ensemble avec les compétences de chacun. Et donc, ce n'est pas imposer une manière de faire, qui est la manière de faire de l'institution, mais c'est habiliter à chacun à développer le meilleur de soi dans un projet commun. Et donc, voilà, pour moi, le dialogue permet dans l'institution de passer de l'imposition à l'habilitation. Et donc, je pense que c'est très beau de penser une institution en termes justement d'habilitation et de dialogue. Un groupe, un projet commun qui permet à chacun de faire avec les autres, mais en faisant avec les autres, de déployer sa singularité et sa capacité propre. Donc voilà, dialogue comme une manière différente de penser l'encadrement dans une institution. Et puis, troisième et dernier, c'est la fonction de pérennité, de continuité. Et là, je pense que la notion d'utopie est tout à fait intéressante pour penser la continuité et la pérennité. Parce que justement, si on pense la continuité en termes d'utopie, pour moi, justement, on ne peut pas être uniquement dans la logique de la répétition et de la reproduction. Penser la continuité en termes d'utopie, ça suppose pour moi la pensée en termes de fécondité. C'est-à-dire, non pas en termes de force, en termes de puissance, mais en termes de fécondité. Une institution, justement, qui produit du nouveau. Non pas qu'elle reproduit toujours la même chose, non pas qu'elle se continue dans le futur toujours de la même manière, mais qu'elle est capable de produire de nouveau, c'est-à-dire d'engendrer, de féconder quelque chose de nouveau. Donc, qu'elle ne se reproduit à égalité toujours de la même manière. Et donc, ce n'est pas une institution qui est à protéger, qui est à prolonger, mais est à penser en termes de fécondité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle crée du nouveau, qu'est-ce qu'elle rend possible de nouveau, et pas seulement est-ce qu'elle peut se poursuivre, se continuer de la même manière. Donc, voilà, ça c'était juste pour pouvoir croiser un peu cette pensée sur l'institution avec ces trois mots qui me semblent trois mots très, très puissants pour repenser le collectif, l'ingéniosité, la convivialité et la métamorphose, que je donc associe à la communion, au dialogue et à l'utopie, et que, voilà, je pense que ouvre la pensée de nouvelle sur le collectif et la pensée nouvelle aussi sur l'institution. Et donc, voilà, je vais donc m'arrêter là. Et vous savez, la question qu'on m'avait posée pour cette conférence d'ouverture, c'était quel monde voulons-nous? C'est la question qu'on m'avait posée. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est difficile de répondre à quel monde voulons-nous. J'ai plutôt essayé de jouer avec les mots du titre. Mais d'une certaine manière, je pense que, ce faisant, j'ai quelque part dit un peu quel est le monde que je veux et que j'aimerais qu'on puisse construire ensemble. Et je dirais juste, voilà, sous forme de synthèse de tout ce que un petit peu j'ai partagé auparavant, je dirais que c'est
que c'est un monde dans lequel on peut construire ensemble du commun en reconnaissant la place unique de chacun, que c'est un monde qui fait place au dialogue et pas seulement au rapport de force et au plaidoyer, et que c'est un monde qui accueille l'inattendu comme promesse de vie. Merci beaucoup.